Louis. Pendant les fêtes de fin d'année, Louis Média vous propose d'écouter ou de réécouter d'anciens épisodes d'émotions. Aujourd'hui, nous avons choisi un épisode sur la nostalgie. Il a été diffusé le 23 décembre 2019 et il a été réalisé par Sarah Lou Lepers. Bonne écoute! Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Moi, ça me fait penser à des Noëls passés en famille. Au plat, mangé chez les grands-parents de mon compagnon pendant les fêtes, aux films de Noël que j'adorais regarder, petite, à cette période de l'année. Au moment où on enregistre ce nouvel épisode d'émotion, il se trouve qu'on est à quelques jours seulement de Noël. Or, les fêtes de fin d'année, ce sont souvent, pour tous, des moments pleins de souvenirs. Des souvenirs parfois bons, parfois mauvais, mais qui ont en tout cas en commun de nous rendre nostalgiques. Mais pourquoi nous arrive-t-il de nous accrocher si fortement à certains moments de nos vies, pourtant bien révolus? Je m'appelle Cyrielle Bedu, et pour cet épisode d'émotion, je vais laisser la parole à Sarah Lou Lepers, qui a disséqué pour nous la nostalgie. Elle a eu l'idée de cet épisode en pensant à ses grands-parents, qui lui ont si souvent fait sentir que tout était tellement mieux avant. J'ai eu la chance d'avoir tous mes grands-parents jusqu'à la fin de ma vingtaine. On a pu nouer des relations fortes et on a souvent débattu ensemble. De politique, de culture, et on était rarement d'accord. Ne pas être d'accord est un euphémisme. En fait, on s'est beaucoup fâchés. Sur le féminisme, sur les gilets jaunes, sur les livres qui sortent et qui sont soi-disant moins bons que ce qu'ils ont lu dans leur jeunesse. Et souvent, mes proches me disent de laisser couler. Ils sont vieux, c'est normal qu'on ne vive pas le monde pareil. Mais moi, ce qui me révoltait, et ce qui me révolte encore, c'est qu'ils pensent souvent que c'était mieux avant. Comme s'ils niaient le potentiel de succès, de bonheur, d'originalité de tout ce que je peux vivre aujourd'hui, de tout ce qu'on peut créer aujourd'hui, parce que ce qu'ils ont vécu avant est forcément plus exceptionnel. C'est comme si les souvenirs qu'ils ont de leur jeunesse prenaient toute la place dans leur tête et dans leur cœur. Et comme s'il me serait à jamais impossible de leur faire vivre des choses aussi fortes aujourd'hui, à mon époque. Alors si tu avais passé par les mêmes temps que moi, tu serais comme moi. Si, mais c'est sûr. Enfin, je pense. C'est comment comme toi? Écoute. Je sais pas dire. C'est quoi la différence entre toi et moi? Mais toi, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu et tu ne peux pas penser comme moi. Tu as vu les choses, il y a d'abord la plus grande partie de ma vie, hein, toi tu ne l'as pas vu. Bon. Mais du coup, c'est pour ça, toi t'es un peu comme une relique. Tu sais que nous, quand moi je parle à mes amis et que je leur dis mon grand-père, il a été pilote, les gens ils font des grands yeux, parce que tu viens d'une autre époque en fait. Tu as vécu des choses qu'on lit seulement dans les livres. Évidemment, ben oui, mais c'est sûr. C'est parce que t'es né longtemps après moi. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un documentaire que j'ai réalisé pour Arte Radio avec l'un de mes grands-pères, Roland, Daddy Roland. Il avait 94 ans. Ce que mon grand-père, Daddy Roland, qui est mort il y a 2 ans, ressentait, c'était de la nostalgie. La nostalgie, c'est un sentiment qui nous fait voyager dans le temps, parfois avec mélancolie, et qui fait ressurgir des images, des odeurs qui nous ramènent à la magie de notre vie d'avant. Tiffany Watt-Smith est historienne de la culture. Dans son dictionnaire des émotions que je viens de citer, elle rapporte qu'au XVIIe siècle, la nostalgie désignait une maladie mystérieuse qui frappait les soldats au front. Rongés par le mal du pays, par le regret d'une époque douce et confortable, loin du champ de bataille, certains pouvaient même se laisser mourir de désespoir. C'est pour ça que j'ai décidé de me plonger dans cette émotion aujourd'hui, pour essayer de comprendre si la nostalgie sert à quelque chose. Si ce sentiment peut être autre chose qu'un boulet que traînent les personnes âgées.
J'ai commencé à en parler autour de moi, comme par exemple lors d'un atelier radio que j'ai animé il n'y a pas longtemps. Il s'agissait d'un cours d'initiation organisé avec des jeunes dans le nord de la France. J'expliquais comment je travaille, je parlais de mon métier de journaliste, et c'est comme ça que j'ai rencontré Pauline, qui étudie à Lille. J'avais posé une question à la cantonade, justement, sur la nostalgie. On était donc à la cantine, ensemble, on mangeait, et puis tu nous as posé la question à tous, on était tous attablés autour de toi, et tu nous as demandé, pour vous, c'est quoi la nostalgie ? Et j'avais une copine qui était à côté de moi qui a répondu, moi, la nostalgie, je la ressens chaque matin au réveil parce que je suis nostalgique de la nuit que je viens de passer. Et moi, j'ai pas trop compris parce que pour moi, la nostalgie, finalement, je la refoule un peu, quoi. Et ouais, je pense que je suis une de ces personnes qui n'a pas envie de ressasser forcément le passé, n'a pas envie de me plonger dans mes souvenirs, mes souvenirs d'avant. Je suis une personne qui a envie d'aller de l'avant, plus une perspective dans le futur, quoi. Cette réponse m'a interpellée. Et j'ai demandé à Pauline si elle acceptait de me raconter en détail ce qu'elle voulait dire par « refouler la nostalgie ». Elle m'a donné rendez-vous chez elle, à Lille. Allô ? Allô, Pauline, c'est Sarah Lou. Oui. Je suis en bas de chez toi, je crois. D'accord, donc j'arrive. Coucou. Et elle a commencé à dérouler son enfance pour m'expliquer ce que ça voulait dire de ne pas être nostalgique. Parce que chez elle, ça remonte à très loin. J'avais vécu pendant 7 ans en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, et j'avais la chance d'avoir une maison, mais surtout un grand jardin. Un grand jardin comme tous les enfants aiment, en fait, avec un portique, des balançoires, une immense haie où on pouvait faire un trou pour aller chez les voisins et jouer avec les autres enfants. Et ce jardin, je l'adorais, et j'ai dû déménager une fois sur Nantes, plus précisément à Vertou, et à Vertou, c'était pas possible d'avoir un grand jardin, et on est arrivé dans une maison pour la visiter, et là, j'ai vu une grande bâtisse grise, une grande bâtisse, en fait, des maisons de vignerons nantais, et ça m'a pas du tout plu. Et là, je suis rentrée dans la maison, j'ai visité un peu, et la seule impatience que j'avais, c'était voir le jardin, parce que je me suis dit, bon, peut-être que la maison est moche, mais au moins, le jardin sera beau. Et finalement, en fait, le jardin était tout petit, c'était une toute petite parcelle, avec juste un grand tilleul, mais à part le tilleul, il n'y avait rien pour jouer, et pour vraiment, vivre ma vie d'enfant. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, c'était aussi un cap dans mon enfance, parce que j'avais 10 ans, j'allais bientôt rentrer au collège, et finalement, j'allais plus jouer dans ce jardin, et j'aurais qu'une petite parcelle de jardin pour jouer. Et enfin voilà, c'est un déménagement qui a été dur pour cela, parce que je me suis rendu compte qu'en même temps de déménager, j'avais aussi arrêté de jouer dans le jardin, quoi. Enfin voilà, et ma maman, elle était à côté de moi, elle me disait Pauline, mais c'est génial, on dirait la maison d'Harry Potter. Et puis moi j'étais oui, génial et tout, et j'essayais de me persuader que j'aimais en fait ce que je voyais, alors que finalement j'appréciais pas du tout. Pareil, ma maman, dans la même optique, essayait d'embellir les choses, en fait. Elle me disait, oh, regarde, un beau puits, comme dans les maisons anciennes, c'est magnifique, un puits en pierre, comme ça, avec de la mousse. Et moi, je trouvais ça horrible, je trouvais ça totalement glauque, un puits dans un jardin. Mais j'essayais de me persuader que c'était très classe d'avoir un puits dans son jardin et que je pourrais trouver de nouvelles aventures, mais finalement, pas vraiment, quoi. Je me souviens pas concrètement de ma première sortie dans mon jardin, mais je me suis souvenu que avec ce nouveau jardin, au final, je pensais que j'allais justement passer à un cap où j'étais dans l'adolescence et que j'allais plus jouer, mais finalement pas du tout, en fait. J'ai réussi à trouver ce jardin mieux que l'ancien, en fait, et je me suis adaptée à mon expérience, en fait. Il y avait par exemple ce jardin donné sur un muret, comme ça, et je voyais souvent mon chat monter sur le muret, et moi je me suis dit que j'allais faire comme le chat, je montais sur le muret, et puis au fond du jardin on avait installé une belle cabane en bois, et pour faire comme si en fait ce jardin était grand et plein de surprises, alors que finalement il était tout petit, quoi. Et moi finalement j'ai tout intériorisé, et j'ai trouvé en fait grâce à mon imaginaire une nouvelle façon de voir ce jardin, et ne pas être nostalgique de l'ancien jardin, en fait. En fait, souvent la nostalgie, tout simplement, en fait, elle nous impose des limites, parce que on n'arrive plus à vivre dans le présent, on vit dans ce qu'on a vu dans le passé, sans voir toutes les opportunités que peuvent nous avoir ce présent, donc le nouveau jardin.
Pauline se souvient que ce n'est pas complètement seule qu'elle a refusé la nostalgie de l'ancien jardin. Pour suivre le travail de son père, Pauline, sa sœur et sa mère étaient contraintes de déménager régulièrement. À chaque déménagement, il fallait changer de maison, changer d'école, de copains, et ça aurait pu être assez perturbant pour Pauline et sa sœur. Et c'est vrai que ma maman, face à ça, je pense que, sans s'en rendre compte, je pense que c'était pas forcément quelque chose qu'elle voulait explicitement m'enseigner, mais elle essayait de me dire, mais Pauline, non, cette maison, tu vas voir, tu vas l'adorer, ça va être génial. Enfin, vraiment toujours à me tenir la main et à me dire, bah Pauline, non, faut plus repenser à comment c'était avant et maintenant, on va de l'avant. Et je me rappelle aussi, à chaque nouvelle ville, elle nous appelait par des nouveaux noms avec ma sœur. Par exemple, quand on était à Plérin, c'était les boudins de Plérin. Et après, elle me disait, oui, mais les boudins de Plérin, maintenant, vous étiez trop petite. Maintenant, on passe à Vertou. On va vous appeler, par exemple, les mauviettes de Vertou. Enfin, voilà, c'était un peu une anecdote pour nous faire, aller de l'avant, tout simplement, et nous dire, on change de nom, on change de vie, on change... voilà, quoi. Mais ce n'est pas seulement la mère de Pauline qui a joué un rôle important dans ce refus de la nostalgie. C'est comme si le sentiment nostalgique n'avait pas lieu d'être en général dans sa famille. Quand je parle par exemple à mes grands-parents, pas du tout. Ils vivent vraiment dans le présent, ils sont pas du tout nostalgiques de leur enfance. Et d'ailleurs, je connais très peu le passé de mes grands-parents parce qu'eux-mêmes se refusent de parler un peu de leur passé. Donc c'est une philosophie familiale un peu ? Ouais, j'ai l'impression, des fois je me demande... après, peut-être que j'extrapole totalement, mais c'est vrai que même mes grands-parents, non, ils se disent que leur enfance, elle est passée et que non, c'est plus... On n'y pense pas. Et je me rappelle aussi ma mère, à chaque fois, chaque année et régulièrement, elle prend sa broyeuse à papier et elle broie tous les papiers qui peuvent la ramener, par exemple, à un passé ou à un souvenir. Elle broie tous ses papiers et elle adore sa broyeuse à papier alors qu'elle fait un bruit épouvantable et c'est vraiment horrible. Mais c'est juste que pour elle, ça lui permet c'est comme si elle effaçait une partie, en fait, de sa vie et que ça lui permettait de respirer et d'aller de l'avant. Et je pense que c'est une vraie philosophie de vie, en fait. Moi, je vois la vie comme un bloc maintenant, comme plein de petits blocs, plutôt. Plein de petits blocs qui constituent une vie. Et en fait, à chaque petit bloc, c'est des moments de plaisir, de bonheur. Et en fait, quand ça se termine, on passe sur un nouveau bloc, mais c'est aussi de la joie, du bonheur et tout. Et ça veut pas dire que le bloc actuel était moins bien que le bloc d'avant, en fait. Et c'est plein de petits moments de plaisir, de délectation dans la vie. Les blocs, tu réouvres pas les vieux blocs, jamais ? Non, justement, c'est des blocs, c'est fermé, c'est comme des boîtes à souvenirs que je réouvre en fait jamais. Et moi, je déteste ça en fait. Je déteste regarder mes photos et tout. J'ai l'impression en fait de revenir dans un passé alors que ce passé est révolu et que je n'y serai jamais, donc ça ne sert à rien pour moi. Pour Pauline, la nostalgie est donc un sentiment négatif. Pour elle, cela signifie regretter le passé, le ressasser. Elle n'est pas la seule à penser comme ça. On est d'ailleurs souvent incité à aller de l'avant, à se tourner vers l'avenir, à sourire au futur. On nous prédit un futur radieux. Autant d'expressions lancées comme ça pour tout et n'importe quoi. Mais la nostalgie est-elle toujours une émotion négative ? Je sais que chez moi, la musique a cette capacité à me plonger dans le passé et à me rappeler les bons moments de mon enfance, à me redonner la patate. Par exemple, le tube Baby One More Time de Britney Spears. C'est un des premiers disques que je me suis acheté avec mon argent de poche. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Et à chaque fois que j'écoute ce morceau, je repense au moment où j'ai acheté le CD. Je me souviens d'avoir chanté la chanson en yaourt à un vendeur de la Fnac, parce qu'à l'époque je ne parlais pas anglais, et j'étais hyper fière de moi parce qu'il a compris de quel morceau je parlais et il m'a tendu le CD de Britney Spears. C'est un bon souvenir. Et s'il était possible de déclencher la nostalgie chez les gens, seulement en appuyant sur un bouton ? De leur apporter du plaisir rien qu'en les propulsant dans le passé. Figurez-vous que c'est exactement le concept d'une radio que vous connaissez forcément. Une radio un peu has-been si vous faites partie de ma génération et que comme moi vous avez écouté Britney Spears au collège. Cette radio, c'est la radio Nostalgie. Il est 11h, excellente matinée, merci de chanter avec nous sur Nostalgie, à côté des plus grandes chansons tout de suite. Allez, on fait ça maintenant avec Stevie Wonder et avec Marc Lavoine.
Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Oui, très bien. Bonjour. Pour savoir comment cette station s'y prend pour faire naître cette émotion au quotidien chez ses auditeurs, je me suis rendue au siège de la radio. Là, en fait, c'est le studio public qui est pour Coé, les autres animateurs. Celui qui me fait la visite, c'est Sébastien Prévost. Il est responsable de la programmation musicale de Nostalgie. C'est lui qui choisit les morceaux qui sont diffusés à l'antenne. Associer la nostalgie à un sentiment positif est donc une évidence pour Sébastien Prévost. C'est ce qu'il fait au quotidien. Mais comme ça n'est pas une évidence pour tout le monde, ça demande un peu de travail. En fait, un auditeur, quand il commence à écouter Nostalgie, il est assez surpris. Parce qu'il se dit, ouais, mais moi, Nostalgie, j'ai tellement pas envie de la voir en ce moment, je veux écouter des musiques actuelles. Et en fait, quand on écoute Nostalgie et qu'on se rappelle des souvenirs, c'est quelque chose qui est hyper intense pour la personne. Et c'est pas du tout larmoyant. Et c'est une nostalgie positive. C'est une nostalgie de bonne humeur. C'est une nostalgie qui chante, qui danse et qui permet d'avoir la banane, qui rappelle des moments qui sont très dans l'affect. Voilà, c'est mon premier slow, c'est mon premier baiser que j'ai fait à une fille ou à un gars. Enfin, vraiment quelque chose qui rappelle quelque chose de fort. L'auditeur moyen de Nostalgie a 50 ans. Et pour séduire cette cible avec précision, la radio confie à un bureau d'études marketing le soin de provoquer une nostalgie positive chez les cinquantenaires. Un sentiment qui doit donner envie aux auditeurs de rester sur leur fréquence. Et la recette qu'ils ont trouvée ne laisse aucune place au hasard. Alors c'est très mathématique, c'est-à-dire que en fait, l'âge auquel les gens sont le plus sensibles à la musique, en tout cas, c'est les 13-25 ans. Pourquoi? Parce que c'est là qu'arrive, pour la première fois, on avait d'abord les chansons que les parents nous donnaient à écouter. Et à partir de 13-14 ans, et ben c'est là où on commence à avoir ses propres goûts musicaux, à se détacher de ses parents et presque à faire l'inverse de ses parents, enfin, pour être un peu en rébellion par rapport à ça. Et donc, on a les 13-18 ans qui sont hyper importants, puis après, les premiers émois, les amours, les slows, qui sont aussi hyper affectifs par rapport à ça. Et jusqu'à les 25 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où la personne se détache carrément de ses parents, va s'installer quelque part. Et du coup, toute cette musique qui a jalonné les 13-25 ans se rapporte à un événement qui peut être hyper affectif à un moment donné. Donc du coup, sur ces 13-25 ans, donc c'est à peu près 10-12 ans de musique, eh bien, nous, on fait une personne qui a 50 ans maintenant, quel âge elle avait quand elle avait 13 ans, eh ben, on va balayer, nous, une vingtaine d'années de musique. Donc là, actuellement, en 2019, la personne qui a 50 ans, eh ben, on prend, mathématiquement, on prend les années entre 75 et 95. Voilà, ça fait une vingtaine d'années de musique, avec une année moyenne à 85. Et ce qu'on fait pour ne pas vieillir avec la cible, on va dire, c'est que tous les ans, eh ben, on monte d'une année. Et puis, comme ça, on est vraiment en raccord avec les gens de 50 ans qui nous écoutent. Et du coup, ça marche. Pourquoi? Parce que on le fait depuis à peu près 6-7 ans. Et on voit là qu'on est vraiment en raccord avec l'auditoire. Parce que là, ça fait vraiment 2 ans sur Nostalgie qu'on a des audiences qui ont vraiment augmenté. Et surtout, la part d'audience qui augmente de plus en plus. Donc, ça veut dire que les gens, le programme qu'on propose reste de plus en plus longtemps. En réalité, la recette qu'utilise la radio Nostalgie est un mécanisme psychologique bien connu des scientifiques. La période dont parle Sébastien Prévost correspond à l'adolescence et au début de l'âge adulte. C'est ce que les scientifiques appellent le pic de réminiscence. Pascale Piolino est professeure de psychologie à l'université Paris-Descartes. Elle dirige le laboratoire de recherche Cerveau et Cognition, qui travaille entre autres sur ce phénomène. Alors, le pic de réminiscence, c'est un phénomène qui arrive à partir de la cinquantaine. Donc, quand on commence à avoir moins de souvenirs très précis de toutes les périodes de notre vie, et donc il émerge la possibilité de revivre des souvenirs assez anciens, mais en fin de compte, c'est pas qu'ils sont anciens, c'est qu'ils ont été vécus à la même période de vie. Donc ça, beaucoup d'études ont montré que ce pic de réminiscence correspond toujours aux souvenirs qu'on a vécus, aux expériences qu'on a vécues entre 15 et 30 ans.
Alors, en effet, c'est un phénomène qui a beaucoup intrigué les chercheurs. Alors, par exemple, la première hypothèse était qu'entre 15 et 30 ans, on encode mieux les expériences parce que le cerveau fonctionne mieux. Et donc ça a été testé et montre que non, ce ne serait pas vraiment l'explication. Finalement, lorsqu'on est jeune adulte et longtemps, le cerveau, il fonctionne quand même très bien. Et donc, on peut aussi avoir des expériences très précises au-delà de 30 ans sans problème. L'autre hypothèse était que on vit lors de cette période de 15 à 30 ans, beaucoup de premières fois, donc des expériences très saillantes. C'est la première fois que l'on va trouver son poste professionnel, éventuellement qu'on va tomber amoureux, qu'on va avoir son premier enfant, qu'on va fonder une famille, etc. Donc, ce sont des événements très marquants puisque c'est la première fois que je l'ai vu. Donc, voilà, ils s'inscrivent beaucoup plus en détail dans mon cerveau. Et puis, troisième hypothèse, mais assez connectée à cette deuxième, c'est que cette période-là serait très fondatrice pour notre sentiment d'identité. Donc, ces premières expériences que je vis, elles vont un petit peu cristalliser qui je suis, qui j'ai envie d'être, qui je veux devenir. Et donc, quand je vais parler de moi à quelqu'un que je ne connais pas, je veux qu'il comprenne qui je suis. Je vais aller piocher dans cette période-là les expériences importantes pour lui expliquer qui je suis. Donc, j'y repense, j'en reparle, etc. Donc, je consolide ces expériences et en prenant de l'âge, elles restent quand même assez saillantes et je peux les revivre de l'intérieur avec de l'émotion, de la phénoménologie et du contexte spatio-temporel. Donc, les hypothèses seraient plus de ça. C'est une période très importante pour la construction d'identité. Donc, je la répète, j'y repense et donc je la consolide. Si on suit Pascal Piolino, on voit que 2 hypothèses peuvent expliquer ce pic de réminiscence. D'un côté, on vit beaucoup de premières fois entre 15 et 30 ans, donc forcément, on s'en souvient. De l'autre, si on s'en souvient, c'est aussi qu'on va faire référence à ces premières fois tout au long de notre vie, pour se présenter, pour dire qui on est, et donc pour construire notre identité. Faire référence à ces éléments fondateurs de notre passé, c'est une technique utilisée en psychologie. On parle de thérapie de réminiscence. Elles servent par exemple à aider les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Plusieurs laboratoires travaillent là-dessus, comme le laboratoire Cerveau et Cognition à Paris que dirige Pascal Piolino. Mais ce sont les travaux de l'équipe de la chercheuse Dorte Berntsen au Danemark qui m'ont particulièrement intéressée. Ils ne font pas directement référence à la nostalgie, mais ils plongent leurs patients dans le passé pour les aider à retrouver leur mémoire. For a number of years, we have collaborated with a museum here in Aarhus. Depuis plusieurs années, nous collaborons ici à Aarhus avec un musée qui s'appelle The Old Town, la vieille ville. Ils ont développé ce qu'ils appellent la maison de la mémoire. C'est un véritable appartement qu'ils ont meublé et construit de toutes pièces, comme un appartement du milieu des années 50. Cela va jusqu'au papier peint, jusqu'à la peinture et même jusqu'aux techniques de peinture qu'on utilisait à l'époque. L'appartement compte 2 salons, une chambre, une cuisine. Le musée utilise ce lieu pour stimuler la mémoire autobiographique des personnes qui ont des problèmes de mémoire ou qui sont atteintes de démence. Ces patients viennent dans l'appartement et 2 hôtesses leur font visiter. Généralement, ils prennent un café ou un thé, une part de gâteau typique des années 50, cuisiné d'après une recette d'époque. Les hôtesses portent des vêtements d'antan, etc. Et ensuite, ils parlent ensemble du passé. Et on a commencé à s'intéresser à ça, en se demandant s'ils avaient effectivement plus de mémoire dans un tel décor que dans un intérieur plus moderne. Est-ce que cela améliore leur fonction cognitive de participer à ce genre de séance? On a donc réalisé plusieurs études. L'une d'elles était menée en dehors du musée, afin d'observer des personnes atteintes d'Alzheimer. Nous cherchions à savoir s'ils se souvenaient mieux du passé en s'appuyant sur ces indices, de vrais objets qui dataient des années 50. Le musée, entre autres, nous a aidés à identifier ces objets du quotidien des années 50 que nous avons montrés aux patients. C'était l'un des paramètres. L'autre paramètre était que nous leur donnions aussi des indices verbaux qui faisaient référence au même type d'objet. Et on a pu observer clairement que tenir les objets dans leurs mains avait un impact positif sur eux. Pouvoir les manipuler, les sentir, les toucher, faisait tout simplement revenir plus de souvenirs.
Leur mémoire était plus précise et nous pensons que cela a un lien important avec ces objets. Dans sa première étude, la chercheuse danoise a donc présenté des objets anciens à ses patients, à l'extérieur de l'appartement reconstitué dans le musée. Et dans une seconde étude, l'équipe de Dorte Berntsen a invité ses patients à manipuler ces mêmes objets dans l'appartement, immergés dans l'ambiance des années 50. Dans les deux cas, qu'ils aient vu les objets à l'extérieur du musée ou en étant immergés dans l'atmosphère de l'époque, les résultats étaient positifs. C'est-à-dire qu'en touchant une vieille corde à sauter ou en buvant de la chicorée comme on en buvait au Danemark dans les années 50, ces patients atteints d'Alzheimer retrouvaient des souvenirs liés à ce passé révolu. Or, retrouver la mémoire, c'est aussi retrouver son identité. C'est ce que nous expliquait Pascal Piolino un peu plus tôt. Être capable de reconstituer le fil de leurs jeunes années aide les patients atteints d'Alzheimer à pouvoir dire qui ils sont, ce qu'ils aiment, et peut donc limiter les souffrances liées à leur maladie. Ce souvenir du passé peut donc, dans ce cas, être positif et nous aider à vivre le présent. Et ça, je m'en suis aussi rendu compte en me rendant à une soirée Chute du mur. C'est Romy, une de mes anciennes profs, une Allemande, qui l'organise chez elle, à Paris, tous les ans. Chaque 9 novembre, pour la date anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et ce que vous entendez, c'est la bande-son de cette soirée Chute du mur. Les Allemands sont avec nous! Ouais! Sur la table du salon de Romy, on trouve des produits emblématiques de cette période. De gros cornichons typiques de l'Est, une soupe de saucisses recette soviétique. Enfin, chaque invité doit venir avec une banane et des bonbons Haribo, des produits dont étaient privés les Allemands de l'Est. Et bien sûr, il y a la musique. Cette soirée est une Nostalgie-Party, une soirée nostalgique, comme les Allemands en organisent parfois pour se rappeler la période de 1961 à 1989, quand l'Allemagne était divisée en deux parties, entre Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est. L'ostalgie est une contraction du mot Ost, qui signifie Est en allemand, et du mot nostalgie. C'est un mot qui désigne les Allemands qui vivaient à l'Est du mur avant 1989 et qui regrettent cette période. Un peu comme les thérapies de réminiscence des chercheurs danois, cette soirée nous projette en ex-Allemagne de l'Est. Et même si nous sommes à Paris, c'est un repère d'Allemands. Andreas, Renko et Romy, mon ancienne prof, essayent de définir ce qu'est l'ostalgie pour eux. Pour moi, je pense que ça où Romy fait bien les choses, c'est la bouffe, quoi. Il y a un truc de la, entre guillemets, consommation, ou des biens, des produits de tous les jours, que ce soit la bouffe, les fringues, les objets que tu pouvais acheter ou pas acheter, où tu rattachais une certaine valeur, que ce soit les mots que tu mets sur certaines choses, comme en Allemagne de l'Ouest, vous disiez t-shirt, nous on disait Nike. Tu vois. Et après la chute du mur, il fallait surtout pas dire Nike pour un t-shirt parce que tu étais tout de suite répertorié comme Allemand de l'Est. Donc tout le monde se mettait à dire ouais, j'ai un nouveau t-shirt avec un Mickey Mouse dessus. Et tu dis ouais, cool et tout ça. Et je pense que le changement aussi brusque, voire brutal pour certaines personnes, a fait que j'ai perdu ma vie quotidienne en quelque sorte. Juste toi, tu rigolais quand il parlait de Nike et de t-shirt. C'est drôle pour vous ? Oui. Mais tu connais le mot ou pas ? Non. Par exemple, je ne connaissais pas cette expression-là. Parce qu'il y a certains qui sont connus, mais d'autres que moi, je n'ai jamais utilisés dans ma vie. Parce que, par exemple, ma famille, moi, j'ai grandi à l'Allemagne de l'Ouest. Du coup, voilà, par exemple, moi, je peux pas dire pour moi, que moi, j'ai eu un sentiment comme ça, ou ma famille, voilà, c'est vraiment très particulier, parce que, en fait, il y a peu de gens dans le monde qui peuvent dire qu'ils ont vécu dans un état qui n'existe plus. C'est ça. Romy et Andrés, ils ont vécu dans un état qui n'existe plus aujourd'hui.
Et ça, il y en a très peu en fait. C'est un peu un truc d'enfance, je dirais. Je sais qu'Andreas, il a écouté les mêmes chansons que moi quand il était gamin. Il vient d'un quartier qui n'est pas loin de là où habitent mes parents. Et je ne pense pas que c'est forcément pour nous lié à une dictature ou à un État en particulier. On a un peu de la chance parce qu'on était enfants au moment de la chute du mur. Donc ce sont plutôt des souvenirs gays. Je pense que c'est quelque chose qui nous lie aussi beaucoup, cette idée d'avoir eu la chance de ne plus avoir à subir ce système. Donc on vit à Paris, on est parti, on est loin, mais on a des parents qui, par leur histoire, se ressemblent. Et je crois qu'il y aura toujours, entre Andreas et moi, je vais être hyper nostalgique, mais il y aura toujours un lien par le fait que nos parents ont beaucoup de zones de non-dit, ont beaucoup de choses festives aussi et tout, et qu'on peut partager qu'avec des gens qui ont vécu la même chose. L'ostalgie est un sentiment très fort et ambivalent, comme la nostalgie. Ici, Romy nous expliquait en quoi faire référence à cette période la rapproche d'Andreas, qui vient comme elle de Berlin-Est. Ils écoutaient les mêmes chansons, ils disaient Niki au lieu de t-shirt, et ils rêvaient de manger des bonbons Haribo quand ils étaient petits. Or, insister sur ce qui les rapproche est aussi une façon de se protéger, parce que le terme ostalgie est avant tout un terme négatif employé par les Wessis, les Allemands de l'Ouest, pour critiquer les Ossis, les Allemands de l'Est. C'est carrément un terme moqueur pour ces gens qui sont dans cette perspective de dire c'était mieux avant et qui n'arrivent pas à faire face de ce nouveau système, mais qui, dans leur tête, presque glorifient la RDA. Et donc, je crois que pour des Allemands de l'Ouest, dire de quelqu'un qu'il est ostalgique, c'est un terme moqueur, presque une insulte, pour montrer que, c'est quelqu'un qui vit vraiment dans le passé, qui n'arrive pas à se retrouver dans ce nouveau système. Et qui aussi était peut-être moqueur et négatif parce que les gens de l'Ouest se disaient que ceux qui font ce genre de fête ou ceux qui regrettent et qui sont nostalgiques, c'est les fonctionnaires ou ceux qui avaient une belle vie en Allemagne de l'Est, qui étaient des profiteurs et donc du coup, qu'ils avaient bien raison aussi d'être nostalgiques parce qu'ils avaient une autre vie. Et donc c'est pour ça aussi que c'était négatif, parce qu'on le désignait vraiment là avec le terme les gens proches du régime. Se souvenir ensemble du passé, revendiquer un passé commun, même s'il est lié à une période de l'histoire compliquée ou ambivalente, ça permet là aussi de se créer une identité. Dans le cas d'Andreas, Renko et Romy, ça leur permet de former une génération. Une génération qui se soude autour de ses souvenirs communs. Et c'est l'un des aspects de la nostalgie qui me fascine le plus. Et donc tous les événements collectifs que l'on a pu vivre entre 15 et 30 ans, et donc qui ont été marqués par des événements publics marqués, finalement nous inscrivent dans une génération. Et c'est ce qu'on appelle l'effet cohorte. Et donc ça, c'est très fort pour justement solidifier la société et solidifier une génération qui a l'impression qu'elle a vécu les mêmes expériences, donc collectives, mais aussi finalement à un même moment de leur vie autobiographique, puisqu'elles avaient à peu près le même âge, donc après les mêmes intérêts, etc. Et donc ça fortifie les liens dans toute une génération, et donc ça dépasse largement l'autobiographique pour aller s'inscrire dans donc un effet très social et donc particulièrement générateur de liens au sein d'une société. Lorsqu'un groupe de personnes a le sentiment d'être uni, il fait bloc. Partager la nostalgie d'une même période donne le sentiment de partager une identité commune. Pour comprendre cet aspect de la nostalgie, il faut sortir de la psychologie et changer de domaine de recherche. Je suis donc allée à l'Institut de sciences politiques de l'Université Paris-Nanterre pour rencontrer sa directrice, Sarah Gainsburger. Chercheuse au CNRS en sciences sociales,
Elle est spécialiste de la dynamique sociale de la mémoire. C'est une vision très différente de la mémoire que celle des psychologues, puisque pour un psychologue ou pour un neuroscientist, quelqu'un qui travaille sur le cerveau, la notion est que la mémoire est individuelle, dans le sens où elle est quelque part, on pourrait toucher presque l'endroit où il y a la mémoire dans le cerveau. Du point de vue de la sociologie, la mémoire n'existe pas quelque part, elle est ce qu'on appelle relationnelle. Et donc, les rapports qu'on va avoir au passé, les références qu'on va donner du passé, la vision qu'on va avoir du passé va dépendre de où on se trouve dans la société, avec qui on parle, quelle évolution on a eue dans notre position sociale, si on est par exemple qu'entre femmes ou qu'entre hommes, si on est qu'avec des gens du même âge que nous ou avec des gens de générations différentes. Tout ça va complètement transformer notre rapport au passé à chaque fois. Donc, il n'y a pas une mémoire définitive qui serait dans notre cerveau, il y a une forme, ce qu'on appelle une mémoire relationnelle, qui donc est prise dans des dynamiques sociales. Et pour la nostalgie, c'est pareil. La même personne peut être très nostalgique dans un environnement social donné et avoir un rapport différent à ce même événement dans une autre situation. Ça permet de savoir que la nostalgie n'est pas quelque chose de figé. Et ça permet aussi de comprendre en quoi la nostalgie est une expérience collective. Et c'est une arme puissante. En politique notamment. C'est ce qu'aborde justement le journal américain The Atlantic, dans un article sur la campagne du président américain Donald Trump. Vous vous souvenez de son slogan de campagne ? Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. La clé de ce slogan est dans le petit mot « again », qui signifie « encore » ou « à nouveau ». C'est un slogan éminemment nostalgique, comme l'écrit le journal américain. Et c'est justement tout le propos de The Atlantic. Just when was America great? Traduction : mais au fait, c'était quand l'âge d'or des États-Unis? En se basant sur une enquête menée auprès de 2000 personnes par le New York Times, The Atlantic présente la grande hétérogénéité des résultats de l'enquête. Par exemple, pour 60% des personnes interrogées, l'âge d'or des États-Unis se situe quand ils avaient entre 15 et 30 ans, soit pile poil dans la période du pic de réminiscence dont parlait Pascal Piolino. Et puisque le New York Times a interrogé des gens de tous les âges, leur âge d'or ne se situe pas du tout dans la même période historique. Et d'autres facteurs entrent en compte. La couleur de peau des répondants, leur niveau d'éducation, leur genre ou encore leurs affinités politiques. La formulation de Donald Trump joue donc sur la nostalgie. Cette nostalgie d'un âge d'or qui n'est pas précisé, et beaucoup y trouvent leur compte. Sarah Gainsburger analyse précisément cette notion d'âge d'or et sa pertinence en politique. De toute façon, la notion d'âge d'or est une notion bien problématique d'un point de vue historique, puisque dans n'importe quel moment de l'histoire, il y a des aspects très négatifs, et surtout, l'âge d'or n'est jamais l'âge d'or pour tout le monde. Il y a toujours des rapports de domination, d'inégalité, de violence, quelle que soit la période. L'âge d'or ne peut pas être l'âge d'or pour tout le monde. Ça, particulièrement, c'est quelque chose qui va faire un écho singulier auprès de gens qui sont ce qu'on appelle en situation de déclassement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, c'est pas forcément qu'ils ont un passé mythifié qu'ils pourraient vraiment identifier, mais ils ont une trajectoire de vie, une vie où ils ont l'impression d'avoir perdu des choses. Donc, ils ont perdu un statut social, c'est souvent le cas des hommes blancs qui avant travaillaient dans les usines, et donc ils ont ce qu'on appelle une expérience en sociologie de déclassement. Ils avaient une position, ils l'ont perdue, c'est facile à comprendre. Et donc, c'est cette expérience personnelle, mais qu'ils partagent avec d'autres, et dont ils peuvent parler tous les jours, au café, dans les différents endroits où ils se trouvent, qui va être une expérience collective et qui va leur faire voir le passé, d'abord leur passé propre, comme perdu, comme quelque chose de positif et de perdu. Et c'est cette expérience sociale de déclassement qui va permettre de comprendre en quoi ils peuvent avoir un rapport nostalgique à cette Amérique perdue et qu'il s'agirait de trouver again, à nouveau. Et c'est cette expérience collective qui permet de comprendre en quoi ils peuvent adhérer à ce slogan. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une vision précise d'un passé auquel on ferait référence quand on dit « America Great Again ». C'est-à-dire que ça va permettre aux gens de revenir à un statut qui était plus positif pour eux.
Il y a aussi une partie quand même de racisme dans ce slogan, parce que c'est Again aussi avant Obama. C'est on va revenir à l'entre-soi. On va revenir à la période où on n'a quand même pas à supporter cet affront qui est d'avoir un président noir. Il y a aussi ça. C'est Again même par rapport à la question présidentielle, puisque c'est effacer la parenthèse qu'il y a eu avant Trump. Du coup, c'est une façon de dire quelque chose d'affreux sans le dire. Ah ça, je pense que oui. Enfin, ça dépend de son bord politique, mais pour moi, politiquement, oui. Et donc, le slogan « Again » ne peut marcher que parce qu'il est polysémique et qui permet à chacun d'y trouver son compte, et un compte qui peut être, pour beaucoup, quelque chose de très négatif et rétrograde. L'analyse de Sarah Gainsburger permet d'ouvrir une nouvelle perspective, un aspect de la nostalgie auquel je n'avais pas pensé. Le recours à la nostalgie en politique signifie un complet retournement. Cette émotion ancrée dans le passé a donc une fonction dans le futur. Elle peut servir à influencer le futur. Dans la nostalgie, il y a l'idée qu'on ne peut pas retrouver le temps perdu. Donc ça mobilise cette idée de nostalgie proche du mythe pour mobiliser les gens aujourd'hui, pour les convaincre et leur faire des choses aujourd'hui pour le futur. Mais ce n'est pas de la pure nostalgie, puisque la nostalgie, c'est révolu, justement. C'est ça le problème. Lorsque mes grands-parents me racontent leur jeunesse, même s'ils le font maladroitement, parce que je me sens, comme je le disais au début, parfois écrasée par l'intensité de ce qu'ils ont vécu, par la beauté de leurs souvenirs, ils sortent du sentiment nostalgique. Ils choisissent de me livrer leur passé pour que je l'utilise dans le futur. En me racontant par exemple ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, ils me confient une expérience importante de leur vie, pour que je m'en serve comme si je l'avais vécu moi-même. Mon grand-père, Daddy Roland, m'a notamment confié son histoire de pilote d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il bombardait l'Allemagne pour la Royal Air Force avec les Alliés. Alors si tu avais passé par les mêmes temps que moi, tu serais comme moi. Si, mais c'est sûr. Enfin, je pense. C'est comment comme toi? Écoute. Je sais pas dire. C'est quoi la différence entre toi et moi? Mais toi, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu et tu ne peux pas penser comme moi. Tu as vu les choses. Il y a d'abord la plus grande partie de ma vie. Hein, toi, tu ne l'as pas vu. Bon, c'est parce que tu es né longtemps après moi. T'as de la chance. T'as de la chance. Ce que mon grand-père disait dans ce documentaire d'Arte Radio, c'était que j'avais de la chance d'être jeune, d'être née longtemps après lui. J'avais oublié d'entendre ces quelques mots. Le fait même qu'il vous le raconte, qu'il le partage avec vous, qu'il vous fasse aussi confiance pour que vous fassiez autre chose de ce passé, que vous l'interprétez différemment, que vous vous mobilisiez de manière différente du sens qu'il pouvait lui donner, c'est aussi que, quelque part, ils ne sont pas nostalgiques. Puisque, par exemple, il y a eu des travaux d'une proche collègue qui s'appelle Michèle Bossan sur les pieds noirs et sur la question de la non-transmission. Et précisément, plus on est nostalgique, moins on va vraiment transmettre, puisqu'on reste nous-mêmes enfermés dans le passé. Donc, on n'a pas ce moment vraiment de transmission explicite d'un récit, d'une histoire, puisque ce passé, il est inracontable, il était tellement important pour nous. Et elle montre que dans les familles de pieds noirs, il y a une rupture de la transmission. Il y a à la fois cette présence omniprésente du territoire perdu, mais qu'il n'est pas verbalisé, qu'il n'est pas forcément transmis, et que d'ailleurs, ça crée des souffrances pour les deuxième, voire troisième générations. Donc le fait même d'être dans un axe explicite de transmission, c'est quelque chose qui est aussi une façon de sortir de cette nostalgie. Et cet acte de transmission, c'est justement ce que n'a pas Pauline dans sa famille. Vous vous souvenez, c'est elle qui nous livrait son témoignage au début de l'épisode. Dans sa famille, on ne raconte pas les souvenirs. On n'ouvre pas les albums photos. Et sa mère broie chaque année ses vieux papiers. Pauline dit ne pas aimer la nostalgie. Elle la refoule. Enfin, pour le moment. À l'inverse, c'est justement cet acte de transmission qu'a entrepris mon grand-père en acceptant d'être le sujet de mon documentaire. Il acceptait de quitter la nostalgie pour construire mon futur et celui de tous ses enfants et petits-enfants. C'est ça la définition d'un héritage en somme.
Je ne l'avais jamais entendu comme ça. Mais c'est exactement ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Ce sont les plus belles années de ma vie. Parce que j'ai fait ce que je voulais. On a gagné la guerre, j'avais participé à ça. Pour moi, la plus belle période de ma vie, c'est ça. Mais si je mourais tout de suite là, devant toi, je ne serais pas malheureux. Parce que je suis avec toi, je suis content, t'es ma petite fille. Et puis on parle de ça, c'est ma vie, toi. Ah, tu me fais plaisir. Ça compte, tu sais, le plaisir. Surtout quand on est vieux. La puissance de la nostalgie. C'est ce qui fait la force de notre société. C'est une des choses qui construit notre sentiment collectif. Quand mes grands-parents sont nostalgiques, ils me racontent leur jeunesse avec un sentiment de puissance tel qu'il me fait douter de la valeur de ce que je suis moi-même en train de vivre. Alors qu'en réalité, ils me transmettent leurs souvenirs, leur puissance, le nectar de leur âge d'or pour que je m'en serve pour construire mon futur. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je suis en train de sortir de la période du pic de réminiscence. Cela signifie que tout ce que j'ai vécu ces 15 dernières années va prendre énormément de place dans ma mémoire, et donc dans ma vie. Ces souvenirs, je vais les raconter à mes amis, à ma famille, à mes enfants, mes petits-enfants, et ils influenceront mon identité, mes goûts, mes opinions. Je penserai probablement que les jeunes qui auront 20 ans en 2050 auront raté les meilleures années. Les meilleures années de mon monde à moi. Et je ferai de mon mieux pour leur transmettre ce que j'aurai acquis de ces années d'expérience. C'est une pensée qui me donne un peu le vertige. Mais heureusement, une chose est sûre, en 2050, Nostalgie diffusera du Britney Spears. C'est leur programmateur musical, Sébastien Prévost, qui me l'a confié lui-même. D'ici 5 ou 6 ans, on n'est pas à l'abri d'entendre la chanteuse pop américaine sur son antenne. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et Twitter, @émotionpodcast, émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur les émotions. Sarah Lou Lepers a réalisé cet épisode. Wendy Lenéon a participé à sa conception. Charlotte Pudlowski et moi-même étions à la rédaction en chef. Nicolas Vert a assuré la création sonore, Olivier Baudin l'enregistrement et Jean-Baptiste Aubonnet le mixage. Nicolas de Gélis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé l'illustration. Merci à tous nos interlocuteurs et à toutes nos interlocutrices de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et les références de leurs livres sur notre site louismedia.com. Émotion, c'est un lundi sur 2, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si ça vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte, en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt!